Voilà, avec Moudianto, on revient encore sur l'accord. L'accord et aussi on va brosser un peu quelques points du discours du chef de l'État. Cédric Moudianto, bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-David. AVC. Haute réfugion du Congo. Cadre d'AVC. Oui, porte-parole de l'AVC. Toujours de l'Union sacrée. Bien entendu, nous et l'Union sacrée, nous sommes unis par le sort. Par le sort. Par le sort, le président de la République a présenté une vision adoubée par l'écrasante majorité du peuple congolais. Et pour autant que nous avons été depuis les années de la lutte, nous connaissons très bien cette lutte, nous connaissons les valeurs qu'incarne cette lutte. Donc nous sommes liés par le sort puisque de toutes les façons, le Congo de demain ne dépend pas que de Félix Tshisekedi, mais évidemment de tous ceux qui gravitent sa vision, notamment l'excellence maître Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs. On dit que l'accord qui a été signé, c'est l'accord de l'Union sacrée, ce n'est pas l'accord du peuple congolais. Non, c'est bien sûr l'accord du peuple congolais, c'est l'accord du Congolais. C'est l'accord de l'Union sacrée. Non. Pas c'est l'Union sacrée qui est allée là, et puis, parce que certains Congolais ne se retrouvent pas dans cet accord. Écoutez Jean-David, l'accord c'est un accord de Congolais. L'Union sacrée n'est qu'une locomotive. L'Union sacrée cette fois-ci, en tant qu'organisation politique pilotée par le président de la République. C'est bien pour ça que je l'ai qualifiée de la locomotive. Mais une locomotive représentative. Elle charrie les aspirations du peuple congolais. Pour autant que l'Union sacrée est là pour vider les questions relatives aux préoccupations du peuple congolais, notamment la guerre de l'Est. Je pense que c'est une victoire pour le peuple congolais, cet accord. C'est une victoire. Oui, oui. On n'a pas été bluffé, on n'a pas été piégé dans cet accord. Comment avons-nous été bluffés alors que l'accord est d'abord une victoire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que pour la première fois après des décennies où le pays a été pris dans l'engrenage de la guerre d'agression, le Rwanda reconnaît tacitement être l'agresseur de la RDC par l'effet de signer dans le cadre d'un conflit entre deux États, notamment la RDC et le Rwanda, mais également le Rwanda prend un engagement solennel en présence devant témoins, disais-je, cette fois-ci s'engageant de ne plus agresser la RDC. Est-ce que dans cet accord, le Rwanda est nommément cité comme agresseur de la RDC? Mais nous avons 9 pays voisins et que le conflit oppose deux États. Pourquoi c'est le Rwanda qui vient signer? Mais bien avant, le Rwanda a été sanctionné par plusieurs puissances occidentales. C'était consécutif à quoi? N'est-ce pas? À l'agression contre la RDC. Donc c'est une reconnaissance. Non, je dis, est-ce que dans les documents, nommément cité comme agresseur, est-ce que tout ce que le Rwanda n'a pas pu obtenir, il vient de l'obtenir par cet accord? Il a obtenu quoi, par exemple? Aujourd'hui, il y a une exploitation commune de nos minéraux, alors que le Rwanda n'en a pas obtenu. C'est une très mauvaise interprétation, même appréhension de l'accord. Il vous souviendra qu'avant la signature de cet accord, il y avait une déclaration des principes qu'on peut qualifier de mémorandum d'intention. Et vous êtes sans ignorer que dans cet accord, dans cette déclaration des principes, il a notamment aussi été signalé, ou même encore convenu, je voulais dire, le respect de la souveraineté des États. Comment est-ce qu'on peut respecter la souveraineté des États et la non-violation des territoires nationaux, mais qu'il y ait un État qui vienne exploiter dans l'autre État? Mauvaise interprétation. Je pense ici... Parce que vous parlez de la souveraineté, il y a encore des mesures défensives rwandaises qui sont sur les sols congolais. C'est bien pour ça qu'il fallait qu'il y ait un accord. Parce oui, que dans l'accord... Mais jusque-là, ces mesures défensives ne sont toujours pas levées alors qu'il y a le respect de la souveraineté de l'État. Considérons la signature de l'accord comme une coercition. Et d'ailleurs, je salue le fait qu'il y ait eu des avancées, parce que bien avant, il y avait une sorte de radicalisme de part et d'autre. Il vous souviendra que le chef de l'État disait qu'il n'y aura pas signature de l'accord si jamais les éléments rwandais ne quittaient le sol congolais. Alors ils sont encore là. Et bien dans ces cas-là, on n'aurait pas non plus un accord, puisque lorsqu'on parle de l'accord, c'est-à-dire un document déjà signé. Or, si jamais on ne signait pas l'accord, ça veut dire qu'il n'y aurait aucun engagement, notamment du Rwanda. Il fallait quand même revoir ces exigences pour arriver à un accord, puisque c'est l'accord qui consacre l'engagement du Rwanda. Maintenant, puisque c'est un accord tripartite, la RDC, le Rwanda, mais également avec les États-Unis, la violation d'une disposition de l'accord appellera un rapport de force, évidemment, avec une intervention étrangère, notamment de celui qui a été les facilitateurs. Voilà pourquoi je dis,
le Rwanda n'a rien obtenu, nonobstant les méandres ou encore les prétextes qu'il a toujours multipliés, comme quoi ce sont des mesures défensives. Non, on a parlé d'une guerre d'agression. Le Rwanda est reconnu être agresseur de la RDC et par ces faits, il a pris l'engagement de ne plus l'être. Évidemment, pour que nous ayons une paix, non seulement entre les deux États, puisque ça produit cette guerre des effets collatéraux, mais également pour obtenir la stabilisation de la région. Vous faites appel aux facilitateurs, mais le président rwandais l'a dit, si cet accord échoue, ce ne sont pas les États-Unis, c'est nous qui sommes. Ce qui fait qu'il exclut les États-Unis, donc c'est à vous. Donc les médiateurs n'auront aucun rôle à jouer. Non, mais M. Jean-David, comment ça les médiateurs n'auront aucun rôle à jouer? Quel sera son rôle dans ce cas? Pourquoi il y a eu médiation? Je voulais ici signifier une chose. L'accord que nous venons de signer avec le Rwanda est une réhabilitation de la RDC. Réhabilitation? Oui, c'est une réhabilitation de la RDC parce que, après des décennies d'agression, avec un bilan humain très grave, aucune fois, notamment durant les 18 ans de Joseph Kabila, le Rwanda n'a été indexé à ce point, mais aussi sanctionné. Ça veut dire quoi? L'on ne pouvait pas faire un affront contre le Rwanda qui déjà utilise le prétexte du victimisme. Alors, par rapport à ces prétextes, il était impossible de l'affronter parce que cette fois-là, il bénéficierait du doute créé par lui-même. Voilà pourquoi, à travers les indicateurs probants présentés par le président, puis grâce à sa diplomatie pragmatique et agissante, la communauté internationale a reconnu la RDC comme une victime. Le fait d'abord de cette reconnaissance donne à la RDC cette fois-ci le pouvoir d'agir cette fois-ci en légitime défense, en tant que victime. Et le bourreau étant connu cette fois-ci, à travers cet accord, s'il y a violation de l'accord par une des deux parties, ça appellera ce que j'ai qualifié de rapport de force à l'intervention, notamment des États-Unis. Or, dans ces cadres ici, c'est la RDC qui est victime. Et lorsque le président rwandais dit que la violation ou encore le non-aboutissement de cet accord ne sera pas l'affaire des États-Unis, mais des deux parties, il est en train d'annoncer d'une certaine manière, au regard de ces prétextes, puisqu'il va falloir rappeler dans ces cas-là les origines de la guerre. C'est une guerre économique, mais également une convoitise ou même de velléités expansionnistes du Rwanda sur le sol congolais. Dans ce cas-là, le Rwanda continuera à multiplier les prétextes de manière à atteindre ces objectifs-là. Voilà pourquoi il annonce déjà d'une certaine manière qu'il ne sera pas prédisposé à respecter cet accord et dans ces cas-là, il voudrait jeter l'éponge ou encore jeter la responsabilité sur la RDC et mettre à l'écart les États-Unis comme un des responsables et signataires. Ce qui ne passe pas, puisque dans ces cas-là, les États-Unis n'auront pas joué un rôle. Encore, le Rwanda sera en train de méconnaître l'effet de la responsabilité des États-Unis. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'il étant un accord signé entre les trois parties sont appelés à être actifs, je voulais dire, pour mettre en exécution cet accord qui est un bénéfice non seulement pour le Rwanda, pour la RDC, mais surtout pour la région des Grands Lacs qui n'a que trop longtemps duré dans cette Alors aujourd'hui, situation de conflit. La RDC et le Rwanda sont devenus des partenaires et non pas des agresseurs et des agressés. Dans tous les cas de figure, le peuple congolais et le peuple rwandais sont des peuples amis. On ne déplacera jamais les frontières congolaises, encore moins les frontières rwandaises. Le problème, c'est qu'il y a une mauvaise politique en face du président rwandais. Donc, devenir partenaire, c'est quelque chose d'ailleurs de louable. Parce qu'aujourd'hui, l'approche du développement sur le plan économique, c'est notamment à travers l'ouverture des frontières. Aucun pays ne peut se développer en autarcie. Le Rwanda peut devenir un partenaire important pour la RDC, tout comme la RDC pour le Rwanda. Mais pour autant que la politique appliquée en face ne favorise pas ces partenariats, si jamais cet accord nous apportait la paix et que nous pouvions chacun se développer au regard de sa dotation économique, au regard de sa richesse, ça ne peut qu'être quelque chose à saluer. Alors, à quelques heures après, le chef de l'État, lors de son discours, il a dit que le Rwanda est en train de violer déjà cet accord. C'est que ça risque de devenir un accord mort-né. Non, non. Si ça devient un accord mort-né, ça sera au bénéfice de la RDC. Comment ça? Oui, la violation, je viens de dire ici, et nous le savions, que le Rwanda n'allait pas abandonner ce prétexte. Le Rwanda s'en tiendrait, puisque finalement c'est un pays parasite. En termes de dotation, qu'est-ce que le Rwanda a? Tout ce qu'on reconnaît du Rwanda aujourd'hui appartient à la RDC. Donc ça veut dire couper ces cordons, c'est un peu une manière
de laisser le Rwanda se débrouiller autrement, parce qu'il n'aura plus de prétexte. Voilà pourquoi il va toujours chercher des raccordements frauduleux. Mais comment il va chercher des raccordements frauduleux alors que depuis la nuit des temps, depuis que nous sommes en conflit, le Rwanda a utilisé les institutions congolaises, même encore l'ancien régime, comme un pare-choc. Donc il y avait une sorte de criminalisation de l'État. Le Rwanda était protégé par les dirigeants congolais. En aucun moment de l'histoire, le Rwanda a été mis effectivement dos au mur, comme c'est maintenant avec Félix Tshisekedi. Dans ce cas-là, le Rwanda ne se retrouvant pas, il va multiplier les prétextes. Mais cette fois-ci, comment multiplier les prétextes? Puisqu'avant, il n'y a jamais eu un accord. Aucune fois de l'histoire, Paul Kagame a pris un engagement écrit, n'a apposé sa signature sur aucun document prenant l'engagement. En 2002, en 2003. En juillet 2003, il y a eu l'accord de paix qui a été signé entre Joseph Kabila et Paul Kagame. Le contexte n'était pas le même. Cette fois-ci... en 2003, c'était quoi le contexte? Je me souviens d'ailleurs, je viens de lire un article comme ça, où lui-même, le président rwandais, reconnaît que c'est une première qu'il soit sous une telle pression. La pression, c'est celui qui a dit ou bien c'est les commentaires de cet article? C'est bien pour ça que je vous ai dit, moi j'ai lu l'article. Il reconnaît que c'est une pression inédite. Il n'a jamais aussi été sous une telle pression, juste pour avoir la paix, mais une bonne pression d'ailleurs, parce que c'est une pression. Quand il y a la guerre là-bas, il y a l'agression, c'est peut-être plus que la communication, il y a l'armée numérique du Rwanda qui cache beaucoup de choses. Mais quand j'ai dit les effets sont collatéraux, de même qu'il y a des Congolais qui meurent, de même qu'il y a les Rwandais qui meurent. Or, sur le plan de la démographie, le Rwanda est une petite population. Lorsqu'il y a des familles qui perdent les leurs par le fait de la convoitise d'un dirigeant politique, il y a des quoi s'amender. Donc, ça veut dire que c'est une aubaine présentée aujourd'hui par les États-Unis, proposée à ces deux pays pour pouvoir projeter l'avenir. On ne peut jamais envisager le développement dans un contexte de guerre. Mais heureusement, en face, cette fois-ci, il n'y a plus moyen d'utiliser les institutions congolaises comme un pare-choc, puisqu'à l'arrivée, le président Plik avait dit qu'il ne se sentira président que si jamais il arrivait à donner la paix au peuple congolais. Je pense que... Et surtout ceux de l'Est. Bien sûr, c'est de l'Est. Alors, pourquoi au niveau du Parlement on n'a pas ratifié? Non, la procédure oui, la procédure, c'est quoi par rapport aux traités et d'accords internationaux? Il y a d'abord la signature qui précède notamment, comment vous appelez ça, au niveau du Parlement, on fait quoi? La ratification, et puis vient après la promulgation. La ratification, c'est pour une mise en application interne. Donc il n'y a aucune violation. Maintenant que c'est signé, il y aura une ratification qui se fera et la promulgation de manière... Alors là, au niveau du Parlement, ils vont même pas amender ça alors. Ils vont pas amender parce qu'on a signé. Au niveau du Parlement, c'est quoi le rôle dans ce cas? Pour autant qu'il n'y a pas de violation et que la procédure... Oui, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi apporter leur amendement. Nous avons suivi toutes les étapes, tout le monde a suivi toutes les étapes de pourparlers, ou même encore qui a débouché à la signature de l'accord. Je crois que toutes les batteries étaient mises en marche de manière à amender à travers les canaux qui représentaient la RDC. Maintenant que les documents est signé et que celui-ci corrobore les intérêts et les aspirations de la population congolaise, le Parlement n'aura, encore que c'est, vous l'avez dit, bien que abusivement, que c'est un accord de l'Union sacrée, le président de la République, ce qui n'est pas le cas, c'est un accord du peuple congolais, le président de la République ayant la majorité parlementaire, et que c'est cette majorité qui porte la politique du président de la République, il y a de quoi voir le lien. Donc ça va de soi. Est-ce que c'est vraiment un accord de paix, celui-là? Mais c'était un accord de paix, puisque d'abord, c'est que l'âme de Est-ce qu'il est de paix que de nom, ou bien au niveau du terrain, c'est autre chose? Il est de paix que il ne sera de paix. D'abord, tout accord est d'abord repose d'abord sur la bonne foi. Nous devons, à ce niveau, considérer que c'est un accord de bonne foi. On compte sur la bonne foi de deux parties. Le Rwanda agresse la RDC à travers les Congolais. Vous avez l'AFC de Joseph Kabila, et vous avez l'AFC de Joseph Kabila. Non, il ne faut pas dire Joseph Kabila, mais pas des preuves. Non, comment ça? Au niveau de l'AFC, il y a Nanga. Et vous aviez dit, le patron, le vrai patron, c'est Paul Kagame. Alors comment Joseph Kabila? Pour agresser la RDC, le président rwandais, bien que ce soit les militaires rwandais qui se battent, voilà l'essence même de l'accord. Pour mettre fin à la guerre, il faut a priori couper le soutien. Parce que le Rwanda, au regard de
son objectif ou ses objectifs, trouve le prétexte à travers les Congolais frustrés et évidemment à qui a une sorte de volupté acquisitive. Alors, cette fois-ci, il se trouve être un problème interne parce qu'il y a le président, l'ancien président congolais, notamment Joseph Kabila, qui lui met en place l'AFC. Il vous souviendra que Joseph Kabila s'est vanté ici, notamment aussi ses collaborateurs, que Kabila avait maté cette guerre d'agression en 2013. Et le fait de dire qu'il l'avait maté, ça veut dire qu'il reconnaissait que c'est une force négative. Mais le même Joseph Kabila revient en 2024 pour vous dire que les revendications du M23 sont légitimes. À quel moment il y a eu changement? Le fait de dire ça, il n'est pas dit qu'il est à la tête. Non. Là, il n'y a pas de preuve. Allons-y, allons-y. Non, répondez par rapport à la question. Ça veut bien dire qu'il est à la tête parce que nous avons vu Joseph Kabila, le seul Congolais spécial. Je dis le seul Congolais spécial, le tout et seul pour le moment, qui a la qualité des sénateurs à vie, à qui le Congo a tout donné. Donc c'est lui qui a l'obligation de se pencher à tout moment du côté du Congo, mais se déplacer vers les zones occupées, mais être protégé en même temps par l'ennemi. Ça ne demande pas une mathématique, parce que ma fille de 7 ans sait comprendre la relation. Allons-y, répondez à la question. La question, elle était quoi encore? Est-ce que c'est un véritable accord de paix? J'ai dit c'est un accord de paix pour autant, qui a alors que ça tire, alors qu'il y a sur terrain, c'est pas les cas. L'accord a été signé. D'ailleurs, pour le moment, je dirais, il y a déjà violation puisque l'encre de cet accord, l'encre ayant signé l'accord n'était même pas encore séchée. Déjà, il y a violation puisque nous voyons que les éléments du M23, or, lorsque nous avons les éléments du M23, ça veut dire l'armée rwandaise, parce que le M23 ne représente rien. Le M23 n'a pas de combattants. Lorsqu'il y a encore des combats qui se poursuivent là-bas... Parce que quand vous dites ça, mais au niveau de Doha, nulle part. À Doha, on reconnaît que c'est l'M23, c'est une entité congolaise. Monsieur Jean-David. Au niveau de Washington, ils savent que l'affaire de l'AFC, c'est une affaire congolaise. Pourquoi vous, aujourd'hui, vous êtes en train de taxer d'autres nations alors que ce n'est pas le cas dans les deux accords, que ce soit au niveau de Doha, au niveau de Washington? D'abord, au niveau de Washington, s'il n'y a pas le soutien du Rwanda, il n'existe pas de M23 AFC. Parce que ce sont des mouvements parasites. Les chefs d'État les appellent des supplétifs. Donc, dès qu'il y a coupure de lien entre le Rwanda, c'est-à-dire de soutien entre le Rwanda et le M23, ces mouvements n'existent plus. Première des choses. La reconnaissance du fait que l'AFC, c'est un conflit congolo-congolais, ça ne donne pas assez frustré le droit de prendre les armes, encore que nous avons une constitution qui prohibe cette démarche. Même si on utilise ceci comme prétexte pour demander le dialogue, lorsque nous l'avons eu même sous Joseph Kabila en 2016, dans à la Saint-Sylvestre, l'UDPS ou encore le Rassemblement n'avait pas pris les armes. Mais pourquoi aujourd'hui, pour obtenir les dialogues ou encore pour avoir des revendications, il faut prendre les armes? Dans ce cas-là, on contraint l'État effectivement à assurer son autorité puisque l'État est investi du pouvoir de mater tout mouvement subversif. C'est-à-dire quoi? Dans ce cas-là, le pays doit agir de manière à mater ses forces dans l'optique de l'accord de Doha, mais en même temps, pour arriver effectivement à couper ce lien, il va falloir d'abord que le Rwanda prenne l'engagement de ne plus apporter soutien. Puisque Joseph Kabila aujourd'hui, avec l'AFC, existe par les faits. Joseph Kabila peut avoir des milliards qu'il a payés, mais si jamais cela n'est porté par une organisation, notamment militaire, comme se fait avec l'armée rwandaise, il n'y aura jamais ce que nous déplorons aujourd'hui au Rwanda. C'est la consécration de l'accord. L'accord, c'est d'abord un engagement du Rwanda de ne plus apporter soutien au mouvement subversif. S'il y a des conflits congolo-congolais, ça doit se régler entre congolais, notamment selon les procédures politiques. Mais lorsque on va en violation de la Constitution, prenant les armes, alors que nous avons une Constitution promulguée sous Joseph Kabila qui prohibe la prise d'armes, la prise d'armes, c'est une grave violation qui contraindra les autorités congolaises, notamment l'État congolais, à agir au regard de ses attributs d'État, à battre ces mouvements subversifs. Pour en arriver là, je pense qu'il y avait d'abord une nécessité de contrariété, parce que là, le Rwanda se trouve être contraint par le fait d'avoir pris l'engagement. C'est un engagement auquel il doit nécessairement répondre. Merci. Merci beaucoup, M. Moudiantou, surtout de votre passage. Aujourd'hui, bon, pour terminer, Congo central, le ministre, le VPN, viole la Constitution, et vous, Union sacrée, vous acceptez. Non, le VPN n'a pas violé la Constitution. Le VPN a tiré les conséquences des...
C'est ça d'ailleurs gouverner, attirer les conséquences de ces chantages des députés qui déstabilisent les provinces. Lorsque les provinces sont déstabilisées... Parce qu'il y avait une arme sur la table du gouverneur du Congo central. Mais mettre une arme sur le gouverneur, ce n'est pas un problème. Mais si c'est légitime, dans le cadre de la démarche parlementaire, ça va. Mais c'est que nous avons vu... Et celui qui a payé, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Il a payé quel prix? Oui, mais il est tombé. Il aurait dû aussi rester. C'est ça que je dis. Peut-être que la décision, elle est arrivée après. Mais le plus important, c'est qu'on a calmé la situation. Vous voyez ce qui est en train de se poursuivre là-bas, toujours des chantages. Dernièrement, le ministre de Finances, Joss Louye au Congo central, s'est présenté dans le cadre de la reddition des comptes. Une reddition des comptes qui a été acceptée au regard de sa clarté, au regard de l'expression de la bonne gestion, notamment de l'exercice budgétaire passé. Mais il y a quand même eu de l'intoxication. Oui, mais il voulait qu'il tombe. Mais pour vouloir... Certains ont demandé vraiment la chute aussi de l'argentier de la province. Mais pour quelle raison? Et pour résoudre quel problème? Oui, mais ils ont les revendications. Si c'est la sanction par rapport à la mauvaise gestion, ça passe puisque l'Assemblée provinciale, c'est un organe notamment de contrôle. Mais ces contrôles-là, lorsqu'ils consistent maintenant, et ça devient comme de la chasse aux sorcières. On n'a aucun soubassement. On veut voir, dans ces cas-là, on aura au cours d'un mandat 5 gouverneurs. Et ceci, au regard des intérêts des députés provinciaux, tu ne réponds pas par rapport à ce que nous t'avons demandé, on te fait partir. Mais dans tout ça, c'est le pays qui perd. Voilà pourquoi le ministre, le VPM de l'Intérieur avait pris cette décision pour permettre aux provinces de se reconstruire comme nous voyons au Congo central, une bonne gestion, être impulsée. Vous avez un exécutif avec des gens plus ou moins bien intentionnés, avec des compétences, notamment les ministres des Finances, Joss Louye Ndokolo. Vous avez bien d'autres, bien entendu, évidemment, qui travaillent pour... Mais vous parlez trop de ce ministre-là parce qu'il est de AVC ou comment? Je ne parle pas que de lui. En quoi il s'est distingué depuis qu'il est là? En quoi il s'est distingué? Oui, juste quelques minutes avant qu'on termine. D'abord, je vous ai dit qu'il était devant les députés. La reddition des comptes a été acceptée par tout le monde. Mais il n'a pas été convaincant. Il n'a pas été convaincant. Mais quand vous dites qu'il n'a pas été convaincant, alors qu'en unanimité, tout le monde a accepté, a déclaré cette reddition des comptes recevable. Comment vous dites qu'il a été contesté? On conteste, mais on déclare recevable, c'est contradictoire. Il n'y a pas que lui. Si nous parlons de lui, c'est comme on peut parler des gens David. Vous excellez dans votre domaine. Alors pourquoi aurais-je honte de dire que vous excellez? Ce n'est pas taillé sur mesure. Et ça pousse d'ailleurs les autres aussi. C'est une sorte d'émulation. Ça pousse les autres à faire mieux que vous. Quand il est en train de mieux faire, encore qu'il occupe le secteur vital. On parle quand même de l'économie, finance. Il est dans l'artisanat et l'entrepreneuriat. C'est ça la vie d'un pays. Et il est porteur des aspirations du Congo central par les secteurs qu'il gère. Maintenant qu'il les gère bien, quoi de plus normal que de lui jeter des fleurs? On dit depuis que AVC a pris le Congo central, il y a cette guerre des leaderships, cette guerre des égos. Boudimbo n'était pas au pays, il était en Belgique, il est venu, il veut se positionner alors qu'il y a des vieux loups qui sont là, il y a des Judith Souminois, il y a des Wameso et les autres, mais ils ne veulent pas laisser la place aux autres. Le problème n'est pas des vieux loups, parce que c'est lui que Boudimbo a destitué de sa circonscription électorale. C'est disait aussi être un vieux loup, ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Mouemba. Alors le fait d'être vieux loup, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est que vous apportez, évidemment, pour le changement de votre province, qu'est-ce que vous impulsez comme vision? Et même encore, votre proximité avec la population. Vous c'est un homme du peuple, c'est un homme très proche. Et lui, il a quelle proximité? Comment? Il a quelle proximité? D'abord, la première proximité de Boudimbo avec la population, c'est sa vision. Il lui propose une vision, effectivement, qui incarne les valeurs et qui projette l'avenir. C'est ça l'élément de proximité de Boudimbo. Non seulement pour la province du Congo central, mais pour toute la République, puisque la ville est un parti national. Voilà, merci. Nous vous aurons peut-être très prochainement pour parler du Congo central. Merci beaucoup. Voilà, merci. On va continuer, c'est pas avec l'anniversaire, et si Bob est là, on va chuter par là. Nous